Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. À mon micro aujourd'hui, j'accueille une invitée qui porte l'interculturel dans le cœur, mais aussi dans le corps. Nous nous sommes rencontrés par le réseau Neoma Alumni dont elle est vice-présidente. J'ai le plaisir de vous présenter Alexandra Capadoro, multicasquette, et notamment fondatrice du concept Voyage culinaire japonais. Bonjour Alexandra. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, en quelques mots, c'est un petit peu difficile. Je vais en tout cas tenter. Donc, je suis Alexandra, maman de 2 petites filles eurasiennes franco-japonaises. Mais en fait, l'interculturalité a commencé dès ma naissance, puisque ma mère est autrichienne, mon père, lui, est sicilien. Il a lui-même grandi, enfin, il est né, il a grandi en Tunisie. Ah, j'avais pas cet élément. Oui. Et ils se sont rencontrés tous les deux en fait à l'Alliance française sur Paris. Et donc moi je suis personnellement née en France. J'ai grandi en allemand et en français jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis et j'ai aussi vécu sur 3 continents différents. On va en parler tout à l'heure, mais j'ai continué en fait cette lancée, on va dire internationale de la famille à travers en fait mon histoire et que je transmets maintenant à mes enfants. Et puis sinon je fais diverses choses aussi en entrepreneuriat. Tu as mentionné Voyage culinaire japonais, on en reparlera plus tard, mais aussi pour d'autres choses. Et puis je crois énormément au réseau, à la transmission et aussi à l'entraide. Donc c'est pour ça que je me suis investie en fait dans le réseau de notre école de commerce qui est Neoma, donc dans Neoma Alumni, et j'ai fondé un des clubs et je fais plein d'activités, d'événements différents pour que les gens en fait se rencontrent et pour qu'on puisse continuer à apprendre même après avoir eu notre diplôme, et parce que tous les jours on peut apprendre des choses, et puis surtout, moi je dis toujours, c'est très important de se réinventer dans la vie de temps en temps, d'où le fait que dans ma vie j'ai eu comme ça des grosses phases un petit peu des grosses phases différentes, voilà. Oui, France, après un autre pays, après voilà la France, etc. Donc t'as une carrière, n'importe quoi, une carrière qui est hyper diversifiée. Tout à fait, oui. Donc tu nous raconteras tout ça au fur et à mesure. Merci. Mais oui, donc quand je disais que tu avais l'interculturel dans le corps, il coule dans tes veines, quoi, littéralement. Exactement. Et ça ressemble à quoi? Moi, j'aime beaucoup comprendre aussi, tu vois, les sources des personnes que j'interviewe sont toutes intéressées par l'interculturel, mais comprendre aussi d'où ça vient. Bon, alors, évidemment, il y a les nationalités et les cultures d'origine de tes parents. Oui. Mais ça ressemblait à quoi, du coup, quand tu étais petite? C'était quelque chose qui était verbalisé? C'était juste la norme? Pour moi, c'était la norme. J'ai découvert avec surprise lorsque j'étais en école primaire que ma mère avait un accent. Je n'ai jamais entendu son accent. Elle avait donc un accent autrichien, donc allemand. C'était une très grosse surprise. C'était une grosse découverte que ma mère puisse avoir un accent. Mais moi, c'était la normalité. Ensuite, dans tout couple, il y a les contraires s'attirent, comme on dit. Mais comme mon père était italien et ma mère était autrichienne, par exemple, au niveau du timing ou du temps, voilà. Être à l'heure, être en retard, voilà, ça c'était très 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 différent entre eux. Donc il y avait aussi cette dichotomie entre 2 cultures différentes, plus la troisième qui est la française. Après, c'était les bons petits plats d'Omi, de ma grand-mère autrichienne, Omi, qui me faisait des superbes plats avec ce côté très très familial aussi, qui est très représentatif aussi de l'Autriche. Et en fait, de me transmettre aussi ce que c'était la culture autrichienne à travers la nourriture, la gastronomie, ce qu'on est assez sensible sur ce sujet en tant que Français, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'âge de 7 ans, comme j'avais des difficultés en fait en école primaire,
On est allé rencontrer un pédiatre qui lui-même était autrichien, mais qui exerçait à Fontainebleau, figure-toi. D'accord. Et alors là, on parle en fait d'environ 1981, comme ça les gens vont faire le calcul, ils vont voir à quel mon âge. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce pédiatre a dit que c'était dangereux et il ne fallait pas parler deux langues. Mais il y a vraiment eu, j'ai l'impression, toute une phase comme ça où il y a... Oui. Ouais. Alors que maintenant, c'est très valorisé. Ouais. Au contraire, on dit il faut apprendre les langues des tout petits, et, si possible, plusieurs, et vraiment dès les débuts. Là, c'était au contraire, ça en devenait presque en fait un danger pour moi, pour mes études, pour même mon intellect, pour mon développement. Et donc, à partir de ce moment-là, ma mère a dû basculer en langue française et elle n'a parlé plus que français jusqu'à sa mort. Et on n'a parlé plus que français à partir de l'âge de 7 ans, jusqu'à ce qu'elle soit décédée quand j'avais 29 ans. Donc voilà, et alors je parle couramment allemand avec un accent autrichien, c'est ce que les Allemands me disent aussi. Je vais te demander justement si du coup tu avais gardé... Si, et donc j'ai encore de la famille, j'ai encore des amis là-bas, j'ai surtout encore surtout la tombe de mes grands-parents. Et donc j'essaie d'y aller régulièrement, malheureusement pas suffisamment. Donc des fois j'ai le Heimweh, comme on dit, en fait j'ai le mal du pays, mais le mal du pays de l'Autriche. Ouais. Voilà, donc je suis assez nostalgique, j'aimerais pouvoir y aller plus souvent. Quand je suis là-bas, je me sens, tu le sais, hein, quand on est là-bas, on se sent plus soi-même dans un certain aspect. Quand on est en France, on se sent plus soi-même dans un certain aspect. Et puis quand je suis en train de parler en anglais, je suis aux États-Unis où j'ai vécu 5 ans, je suis moi-même dans un certain aspect. Et quand je suis au Japon où j'ai vécu 5 ans aussi, je suis moi-même dans un autre aspect. Et donc en fait, il y a ces bouts de moi, en fait, ces complémentarités qui des fois en fait me manquent. Et c'est vrai que pour l'Autriche, j'ai un attachement très particulier parce que c'est très très famille. Et c'est là où j'ai passé tous mes étés jusqu'à mes 20 ans. J'ai passé 1 mois ou voire 2 mois. Oui, donc t'avais vraiment, c'est pas juste qu'on te partageait de là-bas, c'est une vraie immersion. Tu t'es construit des souvenirs sur place, des avec souvenirs, ta famille, avec des amis, j'imagine également. Exactement. Oui, voilà. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, j'avais jamais réfléchi à cette approche de... Il y a des bouts de moi qui du coup me manquent. Oui. Mais en fait, maintenant que tu le dis, oui, ça me semble hyper évident. Moi, j'ai ça... Alors moi, mes parents sont français tous les deux. J'ai certes habité ponctuellement en Australie quand j'étais ado, mais sinon j'ai quand même grandi en France, même si on a déménagé un peu partout en France. Mais je ressens ce que tu décris avec la Tunisie, par exemple. Où la Tunisie, je considère que c'est chez moi. J'ai eu un coup de cœur quand je suis arrivée là-bas la première fois, mais c'est pas juste un coup de cœur, j'ai eu la sensation de rentrer chez moi. Et je pourrais te le rationaliser tout ce que tu veux, mais en réalité, c'est dans les tripes, les tripes et le cœur. Ouais. Et effectivement, quand tu me décris ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est moi j'ai ma partie de moi tunisienne quelque part qui me manque et on retrouve ça parfois en fait avec certaines personnes. Par exemple, là, nous on se trouve aujourd'hui en France, tu vois. Tu peux retrouver ça avec certaines personnes qui viennent de là-bas ou qui ont vécu là-bas. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Parfois, il y a certaines odeurs aussi qui te ramènent à cet endroit en fait qui représente son chez-soi en fait. Un de ces chez-soi. Un de ces chez-soi, voilà. Les odeurs de cuisine autrichienne, voilà, j'ai l'impression d'être dans la cuisine là-bas à côté de Wiener Neustadt, enfin au sud de Vienne, à 1 heure au sud de Vienne. Après, si j'ai des odeurs de fleurs d'oranger, j'ai l'impression, voilà, en fait, l'Afrique du Nord, les bons plats en fait que faisait mémé, enfin ma grand-mère paternelle du coup. Voilà, et puis il y a d'autres choses comme ça en fait qui parfois c'est tellement ancré en nous que le corps y réagit et l'esprit aussi en fait. Mais c'est marrant parce que quand on parle de Madeleine de Proust par exemple, qui est donc la chose qui te rappelle ton enfance, en réalité chez Proust la Madeleine c'était pas le goût de la Madeleine, c'était pas la Madeleine elle-même, c'était l'odeur. Et effectivement, les odeurs, je trouve, sont connectées aux souvenirs et aux émotions et aux lieux d'une façon hyper forte. Mais fleur d'oranger, on n'est pas du tout... Après, c'est toi que j'interviewe, profite. Mais ça me fait réagir. Moi, mon moment bonheur de la journée, c'est que je me pchite dans mon rituel beauté, tu vois. Oui. Je me pchite de l'eau de fleur d'oranger. Ah, c'est vrai. Et qui n'est pas n'importe quelle eau de fleur d'oranger, puisque c'est celle produite par la grand-mère qui
malheureusement est décédé depuis, d'un ami à moi tunisien. D'accord. C'est sa maman à lui qui m'a donné cette haute fleur d'oranger que j'ai ramenée dans une petite bouteille en plastique toute abîmée de Tunisie dans mon sac dans l'avion. Et tous les jours, j'ai ce pchit d'eau de fleur d'oranger qui me fait voyager en 2 secondes. C'est un beau souvenir de cette dame aussi, donc c'est lui rendre hommage aussi, quelque part. Ouais, tout à fait. Mais ça rappelle aussi beaucoup de choses sur... je sais pas si tu connais le concept de third culture kids. Ah bah oui. Voilà. C'est donc les personnes de troisième, exactement, les personnes de troisième culture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, beaucoup ne connaissent pas. Ouais, mais même les personnes de troisième culture ne connaissent pas. Exactement, beaucoup ne connaissent pas. Ouais. Donc en très résumé pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que notre culture, quand on a vécu entre plusieurs cultures, etc., c'est justement l'interculturel. Notre communauté, nos personnes, notre village entre guillemets, ce sont les gens qui ont vécu entre plusieurs cultures, même si ce sont des cultures complètement différentes des nôtres. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est effectivement quelqu'un qui a grandi entre l'Italie et l'Autriche. On a des points communs, on a l'impression de se comprendre, même si moi j'ai vécu entre, j'en sais rien, l'Australie et l'Espagne. Ouais. Et je trouve ça exceptionnel. Ouais, parce qu'il y a aussi la flexibilité ou la malléabilité, je vais y arriver, pardon. la malléabilité en fait du cerveau. Et aussi de la posture et comment on arrive à s'adapter en fait aux gens et aux situations d'une façon beaucoup plus, je pense, naturelle et fluide que d'autres personnes, parce qu'on a été obligé à chaque fois de s'adapter en fait aux différentes personnes et aux différentes langues en face, aux différents comportements, aux différents réflexes. Parce qu'il y a des choses en fait qui sont tout à fait inacceptables dans certains pays, mais qui sont tout à fait en fait acceptables. Il y a des choses chez nous qui sont mal polies et qui sont polies ailleurs. Chez nous, par exemple, c'est mal poli en fait de renifler, alors qu'au Japon, en fait, c'est tout à fait normal. Et se moucher, c'est mal poli en fait au Japon. Enfin voilà. On m'a décrit ça. Oui, ou alors. Qui m'a parlé de ça, qui me disait c'est quand même hallucinant. T'es dans une bibliothèque en France, t'es pas censé faire de bruit. Dès que tu fais un petit peu de bruit, les gens par contre les gens ils se mouchent. Dans les bibliothèques, ce qui semblait complètement incongru. C'est ancré dans notre culture. Ou alors au Japon, quand tu bois un ramen, enfin un bol de soupe, tu fais le plus de bruit possible parce que déjà ça démontre que le plat il est trop chaud, donc tu mets de l'air en fait en faisant en fait ce bruit-là, ça te permet en fait d'apporter en fait de l'air, donc ça refroidit en fait tes pâtes, et le bouillon. Et puis aussi, c'est un marque de respect pour dire à quel point you're enjoying it, enfin que tu as du plaisir en fait à manger. Que tu savoures à la fois le plat et le moment. Le plat et le moment, alors qu'ici en France, tu bois une soupe et tu fais comme ça, les gens ils te regardent. Ah, et puis moi je... Oui, en fait, on a appris ça depuis tout petit, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, faut pas être misophone. Au Japon, tu connais le concept les misophones sont les personnes qui ne supportent pas les bruits, les bruits de bouche, voilà. C'est compliqué. C'est vrai que ça doit être vraiment compliqué, ouais. Donc voilà. Alors, donc on disait tout à l'heure que tu as un parcours professionnel qui est hyper riche et hyper varié. Tu peux me résumer en quelques petits chapitres? Le premier chapitre est venu avec mes études. Donc, en fait, j'ai eu mon bac en France, vers Fontainebleau. Oui, donc tu as grandi vraiment, enfin, tu es née en France, tu as grandi en France. J'ai vraiment grandi dans la région de Fontainebleau, tout à fait. Et puis, j'avais décidé de partir en tant que jeune fille au pair en fait, en Angleterre, en Grande-Bretagne, pour vraiment apprendre l'anglais, parce que mon niveau d'anglais était à l'époque vraiment pas très bon. Et puis, malheureusement, un peu ce qu'on t'apprend, on te fait apprendre à l'école, voilà, mon niveau d'anglais n'était pas au top. J'avais embarqué des gens avec moi en fait dans cette idée-là, et puis à la fin de l'année je me suis retrouvée la seule parce que j'avais subi beaucoup de pression. Faut absolument pas que tu t'arrêtes dans tes études, faut continuer, tu verras ça peut-être plus tard. Et j'ai eu la pression aussi de mes amis aussi et de la famille, etc. Sauf mes parents qui eux-mêmes ils ont vécu l'expérience de ce que c'est en fait d'immigrer, d'émigrer et puis de vivre en fait l'international. Et donc, eux, ils m'ont soutenue. Et moi, plus on me disait non, plus je voulais le faire. Donc, je l'ai fait. Je suis partie en tant que jeune fille au pair en Grande-Bretagne, où j'ai beaucoup appris. C'est comme tu le sais, quand on est en immersion dans un pays, on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur les autres, on apprend beaucoup sur sa culture. On se rend compte ce que c'est d'être vraiment français quand on est en fait à l'étranger. Et ce qui s'est passé, et donc là, après mon anglais, ça allait.
J'ai fait ça pendant 1 an et pendant que j'étais là-bas, j'ai décidé que je voulais étudier du japonais grâce à mon père qui m'avait dit une phrase qui a complètement bouleversé ma vie et qui va la bouleverser jusqu'à ma fin, qui était « mais pourquoi est-ce que tu ferais pas du japonais ?» Parce que je ne savais pas quoi faire et il m'a dit « mais pourquoi tu ferais pas du japonais ?» Lui, il était architecte, absolument fasciné par l'architecture et les jardins japonais, par l'ikebana aussi. Par d'autres choses en fait qui concernaient les arts japonais. En fait, il était très sensible. Puis je pense qu'il y avait aussi eu toute cette vague là dans les années 70 aussi et 80 sur tout ce qui était autour du nippon en fait, enfin, tout ce qui était le japonisme et tout ça. Et comme j'aime les langues et que je me suis dit je parle déjà allemand, je parle déjà anglais, enfin c'est un peu trop facile. Hein, j'aimerais bien faire quelque chose un peu de différent. Donc, je me suis inscrite en japonais et grâce en fait à ces études-là, j'ai eu ma licence, ça m'a permis de partir après dans un programme international. Attends, parce que du coup, c'était une licence de japonais. Okay. Exactement, langue et civilisation étrangère de japonais. Okay. Voilà. Ça s'appelle LLCER maintenant. D'accord. Ah bon, aujourd'hui. C'est l'ancien LEA en fait. C'est l'ancien LCE. Non, même pas. LEA, c'est oui. C'est l'ancien LCE. Ok, d'accord. Et donc, j'ai postulé pour un programme qui existe depuis une 30aine d'années, qui s'appelle Japan Exchange and Teaching Program, qui te permet en fait de partir avec un contrat de la part du gouvernement japonais pour travailler pour eux au Japon. Et tu as différentes fonctions. Alors, celle qui représente 95% en fait des gens, et il y a plusieurs milliers de personnes en fait qui viennent d'internationaux, qui viennent vivre au Japon. Donc, tu as 95% d'entre eux qui sont profs d'anglais, donc qui sont en fait détachés dans des écoles, que ce soit lycée ou que ce soit collège. Et tu as une petite partie pour ceux qui savent parler japonais, et c'est ce que j'ai fait moi, qui sont coordinateurs de relations internationales. Donc, pour aider à favoriser et à intensifier les échanges entre le Japon et le reste du monde. Et tu as une autre petite partie qui représente même pas 1%, qui sont ceux qui ont un talent sportif et qui viennent en fait pour entraîner leurs équipes japonaises. Voilà. Mais il y en a vraiment très très peu et il y en a vraiment... Oui, c'est logique finalement. Oui, pas beaucoup. Donc moi j'ai fait partie, on était une centaine de personnes à postuler pour ce programme, on était une dizaine à partir après et on avait mis des choix sur là où on voulait aller vivre au Japon. Et bien sûr, ils n'ont pas pris mes choix, ça c'était absolument normal. Mais j'ai eu la chance énormissime de pouvoir partir à Nara, qui est une ville vers Kyoto et Osaka et Kobe, donc dans la région du Kansai, où je me suis retrouvée quand même fonctionnaire japonaise, puisque j'ai travaillé pour le secteur, voilà, exactement, pour le secteur public japonais. J'ai fait partie de la division des affaires internationales en fait de la préfecture de Nara. Donc je travaille dans le bureau préfectoral dans la ville de Nara même. Et le nom de la préfecture s'appelle Nara aussi. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans grâce à ce programme-là. Et ensuite, donc tu es arrivée, tu parlais déjà japonais de par ta licence. Tu avais réussi à apprendre. Tu avais eu des voyages peut-être avant au Japon? J'avais fait un voyage juste 1 an avant. C'était bien parce que comme ça a permis de tester si vraiment je voulais vraiment rester dans le Japon, le japonais, dans ce monde-là. Parce que c'est tellement étranger, enfin c'est tellement foreign, comme on dit en anglais, enfin c'est tellement loin de nous. Enfin nous, je parle de la culture française. Que j'avais toujours entendu dire, et ça se passe encore aujourd'hui, il y a des gens qui étudient le japonais pendant des années, et une fois qu'ils vont enfin pour la première fois au Japon, eh bien ça passe pas, parce que c'est trop différent. Voilà, donc j'avais pu tester 1 an avant de partir avec ce programme dont je vous parlais, où j'étais restée pendant 1 ou 2 mois, je sais plus maintenant, en immersion dans une famille, et ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà. Toi, la connexion s'est faite. La connexion s'est faite. En même temps, tu as grandi entre plusieurs cultures, donc tu avais aussi quelque part cette... Sûrement. Ça fait partie de tes skills. J'imagine, mais il ne faut pas oublier que le Japon est quand même très différent de nos cultures occidentales, mais vraiment très différent. Tu te rappelles d'une... Tu as une anecdote à nous partager, d'une surprise, enfin quelque chose qui t'a marqué justement les premières fois où tu es allée au Japon? Il y a plein de choses différentes. Si je suis arrivée, c'était l'humidité, en fait, la différence de climat. Parce que moi, j'avais voyagé surtout en Europe avant d'aller d'aller au Japon cette première fois, à Kanazawa.
Et donc c'était l'humidité, que la pluie était chaude, que même si tu faisais rien, tu étais juste assise et tu transpirais à grosses gouttes. Enfin voilà, ça a été un peu la grosse surprise de ça. Après, les autres choses, c'était la façon dont les Japonais travaillent vraiment très dur. Ils ont des longues journées et puis les femmes qui sont pourtant à la maison, elles sont toujours occupées, elles font toujours quelque chose. Il y a une forme d'énergie là-bas qui est différente de la nôtre et qui est toujours en fait dans l'efficacité de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Donc je trouvais ça aussi assez admirable. Et puis une autre anecdote, c'était que on me l'avait expliqué, mais de le vivre, c'était que l'eau du bain servait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, au Japon, tu prends une douche à l'extérieur de la baignoire et en fait, le sol n'est pas droit, il est un petit peu voilà, comme ça en pente. Tu te nettoies bien partout, tu es toute propre et après, tu rentres dans l'eau du bain. Donc, c'est un bain très profond qui est plus court que nous. On ne peut pas s'allonger, on est vraiment plutôt... C'est une sorte de demi-baignoire. Ouais, c'est ça, on est en format assis où tu as de l'eau jusqu'au cou. Ah oui. L'eau, elle peut faire jusqu'à 42 degrés. Ah oui. Donc vraiment très 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 chaude et où tu restes entre 5 minutes et un quart d'heure. Après, avec cette température, tu peux pas rester plus longtemps que ça, tu vois. Et tu ressors et après, la prochaine personne vient après toi. Donc en plus, au Japon, tu as un ordre. C'est-à-dire que c'est le grand-père qui passe en premier, le père après, tu as ensuite les enfants et ensuite tu as la grand-mère et là en tout dernier, tu as l'épouse. Ah. Donc tu as un ordre très particulier, voilà, de forme de la hiérarchisation en fait de la famille. Et ça, pour moi, c'était, en tant que Française, je trouvais ça un peu, presque insultant à ce que la maman soit celle, en fait, qui travaillait tellement à servir tout le monde et à faire à manger à tout le monde et à s'occuper de la maison, en fait, à être la dernière à passer, en fait, dans la baignoire. Ouais, c'est clair. Voilà. Et toi, du coup, quand tu étais dans la famille, par exemple j'étais l'invitée, ouais, donc je passais en premier. Donc tu passes en premier, ok. Ou alors après le père ou le grand-père, mais je passais en tout cas avant les enfants et la grand-mère et la mère, oui, tout à fait. Incroyable. Ouais, donc là c'était différent. Après, le prix des fruits aussi, le fait qu'une pastèque ou un melon, ça peut valoir plusieurs centaines d'euros. Parce que c'est importé ou Non, c'est pas du tout importé. C'est vraiment en fait, certains peuvent être importés bien sûr, mais ils produisent en fait. Faut savoir que le Japon c'est quand même plus de 80% en fait de territoires qui sont des montagnes. Donc il y a très peu d'espace déjà pour les villes qui sont extrêmement concentrées. Tokyo et sa mégalopole, c'est pratiquement 80 millions de personnes. Enfin voilà. Donc c'est énorme. Donc il y a très peu d'espace en fait pour faire de l'agriculture. L'agriculture en fait elle est surtout réservée pour les rizières, pour faire en fait le riz qui est quand même la base de la nourriture en fait japonaise et asiatique en général. Donc pour faire en fait des champs de fruits, des vergers, il y a très très peu d'espace pour ça. Et donc c'est la rareté qui fait qu'après ce soit si cher. Et en fait les fruits sont présentés dans leur boîte avec du papier de soie. Voilà, vraiment très valorisées, parce que de toute façon, tu paies le prix pour. Et ces fruits-là sont donnés en cadeau pour des célébrations très spécifiques. Et moi qui adorais les fruits, qui en mangeais tous les jours, en fait, j'ai appris que maintenant, il fallait pas trop en manger et que tu en avais, il fallait être très reconnaissant en fait d'en avoir. C'était une grosse marque en fait d'hospitalité. Mais du coup, il n'y a pas ce truc de 5 fruits et légumes par jour. Alors au Japon, c'est pas 5. C'est ce que je dis aussi dans mon concept voyage culinaire japonais. Le gouvernement japonais a fait des campagnes en disant qu'il fallait manger 10 légumes et fruits par jour. 10 pas 5 10 comme en France. Et en fait, au Japon, c'est comme tu le sais, c'est plein de petits plats différents. Ouais. Et donc chaque plat a en fait ses propres légumes et en fait tu arrives assez rapidement et facilement à 10 quand même. D'accord, oui, mais c'est pas manger rarement les fruits en entier. Non. Mais c'est avoir un peu 10 variétés. Ok. Voilà. Ok. Des sources différentes. Bon alors, du coup, oui. Tu arrives au Japon pour travailler. Exactement, pour la préfecture de Nara pendant 2 ans. Ensuite, je devais rentrer en France et puis j'ai fait un petit voyage en Thaïlande. J'ai profité de l'Asie du Sud-Est qui est juste à côté et en plus avec le pouvoir du yen, c'était quand même bien sympa de voyager en Asie du Sud-Est, j'avoue. Et j'ai rencontré à ce moment-là mon ex-mari japonais à une station de bus. D'accord. On s'est échangé. Donc même pas au Japon. Même pas au Japon. Okay. On s'est échangé nos contacts et ensuite, quand on est rentré au Japon, on a commencé à se fréquenter, on va dire.
Et ça paraissait évident pour moi que c'était quelque chose de différent, donc j'ai voulu donner sa chance. Donc je suis restée finalement un petit peu plus longtemps au Japon. Après, pour des raisons de visa, j'ai dû partir. D'accord. Donc après, j'ai fait un petit voyage comme ça en Asie du Sud-Est, en fait, du backpacking, pour en profiter. Je suis rentrée en France, je suis revenue au Japon, je suis rentrée en France. Et puis quand je suis revenue, voilà, ça faisait que 10 mois qu'on se rencontrait. Et il m'a fait sa demande en mariage dans un musée. Et j'ai dit oui. Voilà, des fois, le cœur, voilà. Et, mais j'avais donné la condition qu'on ne resterait pas toujours au Japon. D'accord. Parce que je savais que je ne serais jamais complètement épanouie dans ce pays. Et en tant que femme, c'est vraiment, vraiment pas simple. Ouais. Vraiment pas simple. Que je ne serais jamais acceptée entièrement parce que de toute façon, les gaikokujin ou les gaijin, donc les étrangers, ne sont pas complètement assimilés là-bas. Et il avait accepté. Donc on s'est mariés, on a fait une cérémonie... pas shintoïste, mais on a fait une cérémonie quand même avec une partie en kimono. Voilà, on a fait ça dans une brasserie allemande. Enfin, c'était marrant en fait, un peu ce rappel de racines, de mes racines. Et puis on a fait une fête en France, on a fait une fête en Autriche. Voilà, on a fait tout ça. Et puis à la suite de ça, j'ai trouvé un travail au Japon parce que j'avais un visa d'épouse qui me permettait d'avoir un permis de travail. Et j'ai travaillé donc là pour une boîte de construction, enfin de machinerie plutôt, pour une entreprise de machinerie, pour une division en fait où j'étais en fait l'assistante personnelle en fait du grand chef de cette division, et je faisais aussi des traductions. Alors c'est marrant parce que je faisais des traductions techniques de machines. Moi j'y connaissais pas grand chose, donc j'ai beaucoup appris, mais c'était surtout en fait que c'était souvent en anglais ou en allemand, mais jamais en français. Donc j'utilisais en fait mes autres langues. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, et à la suite de la fin de mon contrat qui aurait pu être renouvelé si je l'avais voulu, on a décidé de faire un tour du Japon et puis de partir en Europe. Et donc on est arrivé en France, et quand on est arrivé en France, donc là on parle de 2002, quand on est arrivé en France, ça faisait 5 ans que je vivais au Japon, donc quand on est arrivé en 2002 en France, il y a eu des soucis avec son visa, donc on n'a pas pu partir en Suisse, parce que l'idée c'était de partir dans un pays neutre, qui soit ni le Japon ni la France, voilà, entre nous. On a voulu partir en Suisse, mais on a rencontré donc ces soucis de visa qui ont fait qu'on est resté en France, et puis j'ai trouvé un travail, il a trouvé un travail, on a emménagé, on a fini par acheter, nos filles sont nées, enfin voilà, donc mes deux filles, cours de la vie, qui a fait que nos filles sont nées en France, et alors elles ont bien la double nationalité en fait japonaise. Alors au Japon, il faut savoir que la double nationalité n'existe pas. Donc quand on devient en fait majeur, qui était auparavant 20 ans, maintenant ça a baissé à 18 ans. D'accord. Il faut faire soi-disant normalement un choix en fait de nationalité. Donc voilà, mais elles ont donc eu la double nationalité. Elles ont donc la double nationalité, pardon. Et on est resté un peu en France, et le cours de la vie, comme tu dis. Et là, j'ai travaillé pour une business school en fait extraordinaire qui s'appelle l'INSEAD. J'ai travaillé pour eux pendant 13 ans en fait. J'ai eu plein de différents postes et différents rôles, donc très diversifiés. Et puis donc surtout, tu enseignais ou tu... Non, j'étais côté administratif. D'accord. J'ai eu cette grande chance aussi parce que je l'ai provoqué, mais de pouvoir en fait de partir pour la filiale américaine de l'INSEAD. Et c'est là les États-Unis. De là les États-Unis. Et donc là, je suis partie en 2010. Alors, en tant que mère célibataire, mais de petite, parce que quelques mois avant, j'avais dit stop en fait. On pourrait en parler longtemps, mais c'est peut-être pas le sujet. Mais les couples, franco-japonais, l'expression des sentiments, des émotions, les attentes des uns et des autres, c'était trop compliqué. À un moment donné, c'est devenu trop compliqué. 11 ans, on était quand même mariés 11 ans. Donc voilà. Ça a duré quand même longtemps, et puis c'était quelqu'un en fait. On avait fait 2 filles ensemble, et puis voilà. Mais c'est vrai que déjà dans les couples de la même culture,
La communication n'est pas toujours évidente. C'est ça. Alors, soit quand tu es dans des cultures différentes, c'est pire. Ouais, c'est Soit vrai. c'est mieux parce que du coup, tu sais qu'il y a des problèmes de différences culturelles et que potentiellement, il va falloir y faire particulièrement attention, quoi. Oui. Mais effectivement, en plus, le Japon est connu pour être une culture beaucoup plus implicite. Oui. Et Très implicite, lire ouais. entre les lignes, ça doit pas être évident. Moi, c'est Pas une culture que toujours. je connais pas ou Ouais, peu, parce que je fais du karaté, donc voilà, j'ai tout petit, mais je connais rien sur la culture japonaise réellement. Mais oui, c'est connu pour être très implicite et donc Ouais. pas Donc évident. voilà, à un moment donné, j'ai compris que je ne serais jamais plus japonaise qu'une japonaise, même en faisant tous les efforts qui m'étaient demandés. Et j'ai dit donc stop. Et donc après est venue une réflexion sur qu'est-ce que je veux faire enfin pour moi-même. Et c'était de repartir à l'étranger. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher du boulot en fait dans des pays anglo-saxons parce que je voulais absolument donner une chance à mes filles dans leur vie en parlant vraiment bien l'anglais parce que de nos jours c'est inévitable Oui. pour qu'elles aient en fait cet atout. Il se trouvait qu'au sein de l'INSEAD, j'ai approché les bonnes personnes au bon moment. Alors, il y a eu un recrutement qui a été fait avec d'autres candidats, etc. Mais voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir être retenue et de partir là-bas. Donc, je suis partie en Floride, qui est aussi encore une toute autre culture que la nôtre. C'est clair. Et tu sais quoi? J'ai trouvé que c'était plus difficile les États-Unis que le Japon, en fait. Eh ben, tu sais quoi? T'es pas la première à me dire ça. Ouais, franchement, en fait, tu t'attends tellement à ce que ce soit similaire à ta propre culture. Oui. Que ça en devient même déroutant ou déstabilisant quand ce n'est pas en fait ce que tu pensais être. Et puis bon, après, tu as des films et les médias qui te donnent une certaine image aussi en fait des États-Unis. Il y avait ça et puis je pense que le fait d'avoir été aussi maman solo avec 2 petites sur un contrat local. Ah, t'étais en contrat local. J'étais en contrat local et puis à devoir en fait me débrouiller tout le temps. Enfin, ça a été. Alors, franchement, avec le recul, je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire et à tenir. C'était vraiment pas simple. Des ressources des fois insoupçonnées quand même. Oui. Mais tu vois, elles parlent. Enfin, mes filles, elles sont complètement bilingues anglais, donc l'objectif est atteint. Quand elles veulent se disputer ou elles sont sous l'émotion, c'est en anglais. Quand elles écrivent, c'est souvent plus en anglais qu'en français. D'accord. Donc voilà, des fois elles parlent ensemble, elles switchent d'une langue à une autre. Voilà, donc même si on est revenu maintenant depuis 2015, que j'ai vécu 5 ans en Floride, le temps de mon visa, en fait, de mes visas. Donc jusqu'au bout du bout, donc c'était pouvait être que 5 ans et on est revenu en 2015, parce que maintenant ça fait 11 ans qu'on est revenu et l'anglais est encore là, donc ça c'est bien. Parce que tu sais, les enfants, ils apprennent très vite, mais ils peuvent désapprendre très vite. Par exemple, mes filles, quand elles étaient petites, elles étaient franco-japonaises, donc elles parlaient les 2 langues couramment. Et puis on est arrivé aux États-Unis et au bout de 6 mois, elle parlait couramment l'anglais, mais il n'y avait plus du tout le japonais. Le cerveau a fait un tri. Ah ouais, mais complètement. Et moi j'ai vécu ça quand je suis arrivée en Espagne et je parlais anglais couramment, donc c'était avec Neoma, donc j'avais 18 ans quand je suis arrivée en Espagne et j'ai eu cette frustration de perdre mon anglais. Ouais. Et en fait, il est toujours là, c'est juste que quelque part il est stocké, il est mis en pause. Et après, il a fallu que je refasse tout un exercice non pas d'apprendre une autre langue, mais d'apprendre à passer de l'une à l'autre. Oui. Et je trouve que c'est encore toute une autre gymnastique d'apprentissage des langues quelque part que d'apprendre cette fluidité entre plusieurs langues. Mais c'est extrêmement frustrant parce que tu as ce truc de ça c'est bon, je maîtrise et ah bah non, je maîtrise plus. Ce qui me fait peur, c'est apprendre une nouvelle langue. Je me dis, est-ce que je vais perdre? Je sais pas au-delà de 3. Oui. Enfin voilà, moi je maîtrisais vraiment bien le japonais quand je suis partie vivre aux États-Unis. Après, j'ai plus eu trop l'occasion en fait de le parler, donc là j'ai bien perdu. Mais je parle encore couramment dans le sens je peux tenir des conversations, je comprends quasiment tout ce qu'on me dit, mais il n'y a plus cette fluidité comme il y avait avant, où avant ça sortait tout seul, maintenant il faut un peu réfléchir, tu vois, avant de parler. Par contre, en allemand ou en anglais, ça sort tout seul, tu vois. Mais parce que tu les utilises plus souvent? Alors l'allemand, beaucoup moins, maintenant que mes grands-parents sont décédés, mais oui, puis je l'ai appris depuis, comme je te dis, depuis de 0 à 7 ans, donc c'est vraiment... Oui, c'est pas la même chose. Oui, ancré dans le cerveau, tu vois, donc voilà.
Donc, je suis arrivée en France en 2015 et là, j'ai commencé à travailler pour Neoma Business School en faisant, comme toi, comme je suis diplômée, c'est parce que j'ai fait en fait la formation de l'Executive MBA. C'est un projet Donc, qui me t'as tenait d'abord depuis longtemps. fait cette formation et après, tu as bossé Non, pour en Neoma, même c'est temps. l'inverse? Ah, en même temps. Ah, ok. Et c'est une formation que le MBA, j'y ai pensé depuis vraiment, vraiment longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années. Sauf que t'es pris par la vie, t'as envie que tout fonctionne, etc. Donc tu te mets en retrait. Donc j'ai la chance extraordinaire d'avoir en fait un conjoint français du coup, qui est de mon village en plus. On a grandi ensemble. Des trucs. Je suis allée très loin d'abord et ensuite très locale après. Histoire vraie, parce qu'on est depuis l'âge de 5 ans quand même. Ah ouais. Oui. Et qui m'a beaucoup soutenue en fait dans ce projet-là, ainsi que mes enfants, parce que c'est vraiment un projet familial quand tu fais des études qui sont en dehors de ton boulot à plein temps, que c'est pendant tes soirées, que c'est pendant en fait les week-ends, etc. Donc voilà, donc j'ai mon diplôme en 2018, je travaillais pour Neoma en 2021 et puis après ensuite j'ai fait diverses missions à droite et à gauche aussi, toujours autour de l'interculturalité. Et j'ai ensuite travaillé aussi pour une filiale en fait du groupe ADP qui s'est terminée là il y a pas longtemps. Et là je suis de nouveau en fait dans des missions autour de l'interculturalité. Donc voilà, ça revient vers moi à chaque fois. Oui, non mais en fait, ça revient vers toi comme si ça repartait, mais non, en fait c'est à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Tu attires et tu connectes avec les choses qui sont liées à toi, à ton histoire, à ton fonctionnement aussi, quoi. Donc, voyage culinaire japonais. Oui, voyage culinaire japonais. En fait, j'ai eu cette idée-là il y a à peu près 2 ans et demi de ça, parce que j'étais assez frustrée en fait de l'image que l'on donne du Japon. Alors, il y a des beaux reportages, je dis pas le contraire, mais c'est toujours sur des épiphénomènes, je trouve. C'est toujours en fait sur des particularités de la culture japonaise et non pas la culture au sens large. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Et lorsque j'échangeais avec les gens, en fait, ils découvraient toujours beaucoup de choses en fait sur cette culture-là. Et quand je fais des repas et que je reçois en fait des amis, je fais souvent en fait des plats japonais. Et à chaque fois, c'était pour eux des découvertes de nouveaux ingrédients, donc en fait des nouveaux légumes, donc des nouvelles textures aussi en bouche, ou des nouvelles odeurs aussi. Visuellement aussi, c'est différent. Après, c'est aussi comment est-ce que c'est placé sur la table, c'est différent de ce qu'on mange nous, tu sais. L'ordre aussi est différent, parce qu'en France, c'est entrée, plat, dessert. Là-bas, c'est tout en même temps, on va dire. Enfin, tout est placé en même temps. Tu choisis, en fait, selon tes envies. Et donc, tu peux choisir dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas un ordre à respecter, mais tout est déjà sur la table, donc il faut faire gaffe Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en général, tu commences par les tsukemono. Enfin, c'est des sortes de pickles, des sortes de condiments, en fait, pour un peu rafraîchir ta bouche, pour te préparer à manger. Alors, en général, après, tu prends un peu une soupe aussi. Et ensuite, tu prends tout le reste qui va avec. Mais je te dis ça, mais en fait, moi, de ce que j'ai vu, en fait, les gens, ils font un peu comme ils veulent. Donc voilà. Et puis, les desserts sont très peu courants. Ça vient surtout avec le thé vert, avec le matcha. Le matcha étant très amer. C'est pour ça qu'il y a des pâtisseries japonaises qui sont assez sucrées. Mais le sucre est différent de notre sucre à nous. Donc en fait, ça permet de contrebalancer, d'harmoniser en fait toujours en fait dans le wa, comme on dit, dans l'harmonie. Mais sinon, en général, un repas japonais, il n'y a pas en fait de dessert à la fin, quoi. Ma frustration. Et en plus, il y a une expression japonaise qui dit qu'on mange à 80% de sa faim. C'est une expression japonaise, c'est très culturel, c'est-à-dire qu'on mange avant de ressentir la satiété. On s'arrête de manger avant de sentir qu'on a assez mangé. D'accord. Vraiment juste avant. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont très sains, en général, les Japonais, au niveau culturel. Et ce concept de voyage culinaire japonais est venu de l'envie de transmettre ce que c'est de mon expérience, un Japon plus authentique, en tout cas celui que j'ai vécu, en donnant des anecdotes, en expliquant aussi ce que c'est, par exemple, l'écriture, les différents types de baguettes, je dis ça comme ça, mais il y a plein d'autres choses, en expliquant en fait tous les différents plats, l'histoire des 10 légumes et fruits par jour, dont on a parlé, par exemple aussi. Et puis je parle aussi de mes anecdotes en fait professionnelles, de ce que j'ai vécu, de mes anecdotes personnelles en tant qu'ancienne épouse de japonais,
que les gens à chaque fois sont très choqués de savoir que sur l'état civil de mes filles, je n'existe pas parce que je suis étrangère, donc je n'ai pas ma place en fait. Ah ouais. Donc c'est pour ça que là, important à savoir, c'est que ça y est, la garde partagée après les divorces est possible au Japon depuis le 1er avril 2026. Ah oui, c'est Voilà, depuis, plus que récent. Ok. Et que sinon, avant, quand il y avait une séparation, un divorce, il y avait la moitié de la famille qui disparaissait. Ce qui est pour nous un petit peu incompréhensible. Mais Donc, côté père, côté mère, enfin, oui, pareil. comment ça peut être d'un côté comme de l'autre. Exactement. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de kidnapping, hein, en fait, des Bah oui. enfants japonais par les conjointes japonaises, mais le phénomène existe aussi entre japonais, hein. Des fois en fait la moitié en fait disparaît et emmène les enfants, etc. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est qu'il y aurait eu le moindre souci avec mes enfants avant leur majorité. Moi légalement, je n'avais absolument aucun recours, quoi. aucun recours, et je serais allée au Japon même les chercher. On aurait pu m'arrêter, me mettre en prison. Donc oui. ça, c'est pas passé, c'est pas mon Ouais, histoire. non, heureusement. Dieu merci, c'est pas mon histoire. Je souligne le travail très important en fait de Vincent Fichot, qu'on peut suivre sur les différents réseaux sociaux. Il est d'ailleurs passé sur Légende, il est sur LinkedIn, il a aussi un compte, je crois TikTok, etc., qui a fait énormément de choses parce que avec ce qui s'est passé avec ces enfants-là. Et je pense que vraiment ça contribue justement à ce changement aussi de loi qui fait que maintenant, la loi a été votée il y a 2 ans quand même. Maintenant, ça commence à être actif à partir du 1er avril, depuis le 1er avril. Mais du coup, c'est un étranger qui a eu un impact en partie, En évidemment. petite partie, hein, parce qu'il a quand même fait énormément d'actions. Au moment des Jeux Olympiques de Tokyo, il avait fait une grève de la faim qui avait été beaucoup en fait médiatisée par le Japon et par l'international, et surtout la France parce que c'est un Français. Et puis il fait aussi en fait d'autres rencontres avec les différents acteurs politiques. Donc ça fait depuis 7 ou 8 ans maintenant qu'il se bat, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Et voilà, en fait, il y a ces différentes choses-là en fait dans la culture. Quand on tombe amoureuse, on ne pense pas en fait à ces différents aspects qui pourraient devenir en fait problématiques ou un risque ou quoi qu'est-ce. Enfin après, heureusement qu'on ne pense pas forcément à tous les risques quand on commence une relation, etc. Ouais. Mais ça fait partie intrinsèquement c'est très intrinsèque à la culture en fait japonaise. C'est quelque chose qui peut impacter énormément sur sa vie après. Donc ça, c'est un exemple. Mais bref, je parle de tout ça pendant mon voyage culinaire japonais. Les gens, en fait, restent plusieurs heures autour de la table. C'est des personnes connues ou inconnues. Ils s'inscrivent, ils viennent chez toi? Oui, ils viennent dans mon salon, exactement. Ils viennent chez moi. Et tu leur prépares... Et je leur prépare tout voilà. Tout ce voyage, je crois. Tout ce voyage. Cuisine en général à peu près 7 heures, faut savoir. Parce que je fais entre 7 à 10 plats différents, donc entrée et plat. On est en France, donc je fais en sorte qu'il y ait des desserts. Voilà, la table est mise, hein, une vraie table japonaise, elle est mise, et puis les gens, ils arrivent, et on parle de différentes anecdotes, en fait. Et les gens me posent des questions, on se met autour de la table, et je leur fais découvrir les plats au fur et à mesure, je raconte un petit peu la signification de tout ça. Je continue à répondre aux questions. Et ce que j'adore, c'est que les gens, en fait, comme c'est une tablée où tu as entre 6 et 10 personnes, en fait, des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Et comme on est en France, dès que tu as de la bouffe et de l'alcool, ça marche super bien. En sachant qu'il y a bien sûr une option sans alcool, parce que tout le monde ne boit pas forcément ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la culture française, vraiment, quand on est autour d'une table, ça se passe en général mieux et bien, et les gens font tomber leurs barrières, on va dire, et c'est ce qui se passe. Et j'ai eu des retours pour l'instant depuis 2 ans et demi extrêmement positifs. Génial. Et voilà. Et c'est quel type de personnes en fait qui viennent? C'est des gens qui sont justement des voyageurs et ont encore envie de découvrir le Japon, qui sont fascinés par le Japon. Oui, voilà, ça aussi. Oui. Il y a de tout. Hein. Il y a des gens en fait qui sont venus avec leurs adolescents parce que leurs enfants sont fascinés par le Japon et ils veulent faire un voyage au Japon. Il y a un gros truc quand même entre les animés, les mangas, exactement. etc. Donc en fait, c'est une sorte de découverte en avant-première en fait de ce que pourrait être le Japon. Après, il y a eu les 70 ans d'un papa. Après, il y a eu
cadeau de fête des mères, après il y a eu un cadeau de Noël, après c'était l'anniversaire d'un frère, après c'était juste, j'adore la nourriture japonaise, j'ai envie de comprendre un peu plus ce que c'est en dehors en fait des sushis, des sashimi, des brochettes, mais qu'est-ce que c'est les plats du jour en fait, c'est des plats du jour en fait que je fais. Les plats du jour, enfin les plats quotidiens, excusez-moi, c'est ce que je veux dire, des plats quotidiens que je fais aussi avec les légumes de saison, et puis en fait de mieux comprendre, d'aller un peu plus loin en fait dans la culture. Il y a des gens qui viennent aussi pour ça, donc c'est extrêmement varié. Chacun vient avec ses petits objectifs, on va dire, avec ses envies, et on répond à tout ça, et il y a une sorte de cohésion, enfin d'ambiance qui se crée. C'est vraiment chouette. Moi j'adore en fait ce côté transmission. Et puis même des fois j'apprends des choses parce qu'il y a des gens qui sont déjà allés au Japon et qui ont vécu même quelque chose, donc je trouve ça super fascinant en fait. Bah oui. Voilà. Puis toi, t'apportes un truc différent parce que en tant que Française ayant habité au Japon, moi j'en parle souvent, tu vois, entre autres dans mes conférences, où je dis que c'est important de trouver des personnes ressources, des personnes avec qui on est en confiance pour partager, tu vois, notre quotidien dans l'interculturel, et quand on comprend pas, quand on est paumé, quand il s'est passé quelque chose qui nous a un peu interloqué, etc. Et c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir soit quelqu'un d'étranger qui a passé du temps dans le pays, soit quelqu'un du pays qui a vécu à l'étranger, parce que comme tu disais tout à l'heure, le fait de vivre à l'étranger ou d'être confronté à d'autres cultures, ça nous permet de gagner un recul différent, en fait, finalement, sur ces aspects culturels. Ça donne un autre aspect, une autre perspective. C'est parfois même, comment dire, eye-opening, comme on dit, enfin un révélateur, parce que on se rend compte qu'il y a des choses qui nous semblaient absolument devant être comme ça, et c'est par contre, mais c'est quand même très bien autrement, tu vois. Donc, non, beaucoup de richesse, donc je continue, et voilà, et je continue aussi à aller parfois dans des groupes internationaux, et j'aime parler anglais me manque énormément, enfin parler en anglais et parler anglais me manque énormément, parce que je me sens quelque part plus moi-même. On revient à ce qu'on disait au début, quand je parle anglais, voilà, donc j'adore quand je peux bosser en anglais, voilà. Génial. Et alors, au sein de Neoma Alumni, parce que c'est monumental. Oui, il y a plus de 80 000 diplômés. Élèves, c'est énorme. Est-ce que ça fait partie des questionnements sur la table, vraiment, l'interculturalité, ou pas tant que ça, finalement? Alors, le fait d'avoir un truc en commun, ça suffit. Il y a des moments de mode et de phase, tu vois, il y a des sujets qui sont parfois plus importants, qui passent devant, et puis après ça revient, puis après ça repart, donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a cette très grosse richesse d'avoir autant de diplômés, parce qu'on est plus de 80 000, un des plus gros réseaux en fait de France, en étant dans énormément de pays aussi, et on a aussi toutes les tribus internationales qui sont aussi actives, grâce aux animateurs bénévoles, et il y a aussi tous ces étudiants aussi étrangers qui viennent étudier en fait à l'école aussi, et puis tu as aussi tous les étudiants français qui ensuite doivent faire leur stage et qui sont poussés à faire des stages à l'international. Donc c'est une volonté en fait de l'école, aussi de l'association, c'est une réalité en fait de qui on est, tout simplement en fait. Voilà. Moi concrètement, parce que je viens de m'installer à Barcelone, en tout cas pour quelques mois, depuis, là, on est début avril, depuis 2 mois, on va dire. Ah oui, c'est récent, oui. Ah oui, c'est tout récent. La première chose que j'ai faite, c'était de prendre contact avec la tribu d'anciens élèves de l'école à Barcelone, qui est ultra vivante, et où je suis arrivée un dimanche. J'avais contacté avant, parce qu'il y a un groupe WhatsApp, j'avais contacté avant en disant, je cherche un endroit où habiter, parce que c'est hyper compliqué de trouver un logement à Barcelone. J'en ai entendu parler. Mais voilà, donc j'avais pris contact déjà avant. Et juste avant que j'arrive, il y a Martin, un des membres, qui envoie un message dans le groupe en disant « Bon, est-ce que ça vous dit que pour accueillir Charlotte, on fasse une soirée ?» Donc je suis arrivée le dimanche, et le mardi, on avait un dîner dans un resto, enfin des verres, resto, machin et tout. On était une quinzaine. Enfin, moi, je trouve que... Super. Alors, quand je suis à l'international, j'aime bien être avec des locaux et des internationaux. On parlait de... third culture, donc aussi avec des gens qui ont voyagé, etc. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau pays où tu connais personne, c'est génial d'avoir un réseau sur lequel se reposer aussi et tisser des liens. Puis c'est aussi par ces gens-là, même s'ils sont français,
que tu vas découvrir d'autres personnes locales, Ouais, etc. ça permet d'accélérer Mais oui. ton intégration et puis sur plein de sujets différents. Médicaux, par exemple, le côté médical, c'est super important de se renseigner auprès de Français. Enfin voilà, c'est ce genre d'aspect-là, ou scolaire, ou les activités extrascolaires quand on a des enfants. C'est vrai que quand tu passes par des Français, par quelqu'un de son propre pays, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Hein. Et puis, tu as besoin d'avoir la notion de confiance, parce que si tu prends quelqu'un sur Internet ou que tu rencontres comme ça, ou tu vois dans l'annuaire, tu sais pas trop en fait la qualité de la personne derrière. Donc, ça facilite énormément les choses. Non, mais c'est vrai que les tribus internationales, elles sont actives et elles sont très utiles. Et en plus, dans l'application Allume Force, tu as un endroit où en fait, tu peux toucher sur près de chez soi ou près de moi. Quel que soit tu sois dans le monde, tu mets ça, tu actives en fait ta géolocalisation et ça te met en fait tous les diplômés qui ont donné leur adresse juste à côté de là où tu es. Et donc ça permet de prendre contact avec ces personnes dans l'endroit où tu viens d'arriver, quoi. Même si c'est pas pour y vivre. C'est un voyage, pourquoi pas, quoi. Voilà. Ah ok, je regarderai ça, c'est top. Ouais. Et alors je me posais une autre question culturelle, mais pas culture nationale cette fois-ci. Oui. C'est que Neoma, ça a été la fusion entre Reims Management School et Rouen Business School. C'est ça. Au niveau... Alors, je sais plus quel est le timing. Donc, je sais pas si toi, tu étais déjà dans le réseau. Ça a commencé en 2013-2014. Et moi, je suis arrivée en fait en 2016, en janvier 2016. Okay. Parce que je suis arrivée fin 2015 en France. L'été 2015 en France, juste avant les attentats. Voilà. Et puis après, donc en janvier 2016. Et la fusion venait à peine de se faire. Et j'imagine que tu vas poser la question sur la culture. Voilà. Culture de ces deux associations qui étaient différentes. Oui, ça a été un petit peu compliqué. Hein. Toute culture de changement n'est jamais facile, comme tu le sais, professionnel ou personnel. Donc en effet, ça a été un petit peu difficile. Mais ça s'est fait, en bonne intelligence. Et puis... Mais ça a été, il y a eu une vraie réflexion stratégique de quelle va être notre culture en tant qu'association commune. Alors, je n'étais pas là à l'époque, je préfère pas m'avancer, mais j'imagine que oui. J'imagine que oui. En tout cas, les deux associations, les deux écoles sont complètement intégrées. Maintenant, il y a aussi Paris. Pour rappel, l'école a acheté des locaux en fait dans le 13e. Donc, il y a aussi maintenant la dimension parisienne qui n'existait pas avant. Donc, ça aussi, c'est un changement de culture. Parce qu'avant, c'était très territorial dans le Grand Est et puis dans la Normandie. C'est une association. Moi, j'y vois absolument aucune différence. Alors, il y a des gens en fait qui disent moi j'ai fait PGE à Reims, j'ai fait PGE à Rouen. Le premier truc qu'on se demande, c'est t'es Reims ou t'es Rouen? Mais sans que ce soit excluant. Mais c'est toujours la petite phrase d'accroche. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, en fait, les étudiants peuvent faire une partie de leurs études quand ils étaient à Reims, ils peuvent partir à Rouen. Au Rouen, ils peuvent partir à Reims, chose qui n'existait pas avant. Donc ça crée un lien encore différent. Oui, ça crée maintenant. Exactement. Ouais. Et alors, du coup, toi qui as travaillé entre plusieurs cultures, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on est à l'aise, qu'on est efficace, qu'on est performant dans un contexte multiculturel? Ce serait quoi les clés, d'après toi? Quelle question. Déjà, l'attention au détail. Je pense qu'on a une sensibilité qui est différente en fait des autres personnes. Après, on est aussi dans la perspective que on est aussi dans le mindset comme quoi sa perspective, c'est pas en fait, la loi. La vérité ultime. La vérité ultime. Merci, je trouvais pas le terme. Donc, je pense qu'il y a ces deux éléments-là. Et la facilité qu'on a aussi de passer d'une culture à une autre, donc ce qui fait aussi qu'on a une adaptabilité que n'a pas forcément tout le monde. Je suis sûre qu'il y a d'autres clés, mais voilà ce qui me vient en tête pour l'instant. J'aime bien la notion de décentration. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu disais, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de vérité ultime. C'est d'intégrer que... il peut y avoir plusieurs manières de voir les choses sans qu'il y en ait un qui ait raison et un qui ait tort, en fait. Tout à fait. Et ça, je trouve ça central. Ça me parle beaucoup quand tu parles de vérité absolue. Parce que... si je travaille en anglais, ça va être différent. Je vais proposer des choses différentes
que si je travaillais en allemand ou en japonais ou en français, tu vois, ça, même la façon de fonctionner, ton cheminement de pensée est différent, parce que de toute façon, le japonais, c'est aussi une écriture qui est plus, comme on le voit ici, qui est plus en fait visuelle, en fait pictorielle, donc en fait tu utilises une autre partie de ton cerveau, enfin voilà, et donc du coup en fait ça t'apporte d'autres choses aussi, donc ça peut être aussi parfois intéressant. Tu travailles en anglais parce que c'est plus straight to the point, c'est plus voilà, c'est sans détour, alambiqué. Voilà, et puis si les choses doivent être faites, elles doivent être faites, et puis voilà, on avance et c'est tout. Et puis il y a la culture de l'échec qui est compliquée en France. On a beaucoup de mal avec l'échec en France. J'en discutais hier avec un champion en fait européen et français en fait de boxe, où l'échec est vraiment mal perçu en France. Alors t'es pas avec Enoch? Non, c'est Elie Conqui. Ok. Et Enoch Efia travaille justement sur l'échec dans la boxe. Ah, c'est marrant. Tu vois, c'est marrant. Et en fait, comme il l'expliquait, et ce qu'on disait aussi, c'est que l'échec est beaucoup mieux valorisé dans certaines cultures et beaucoup moins bien valorisé dans d'autres cultures. La France en fait partie, franchement. Donc voilà, et puis en plus, on perçoit mal l'échec en France, et en plus, on perçoit mal la réussite aussi. C'est vrai, ça. C'est vrai, bien sûr. Parce que dès que tu réussis un petit peu trop, ça crée des envies, ça crée des jalousies, et à la limite, il faut même te cacher, quoi. Enfin, c'est ce que font les gens, en fait. Pourquoi est-ce qu'en France, on parle jamais de son salaire? Enfin, pour moi, ça en fait partie aussi. Il y a des sujets qui sont vraiment tabous, qui vont changer d'une culture à une autre, mais en France, la religion et l'argent, c'est vraiment les sujets dont tu demandes pas à tes amis combien ils gagnent. Enfin, c'est pas interdit, alors que, mais tu le fais pas. Aux États-Unis, c'est dans les 5 premières minutes de ta conversation. Enfin, j'exagère le trait, mais pas trop, tu vois. Mais si ça arrive dans les 5 premières minutes, ça choquera personne, quoi. Non, c'est juste normal. Voilà. Et au Japon, en fait, il y a toute cette culture autour de la carte business, Meishi, où on se donne sa carte business, avec tout un protocole, etc. Et pourquoi est-ce que c'est si important au Japon? C'est parce que pour que les gens puissent voir en fait quel est ton rang, et pour qu'ils puissent te situer en fait hiérarchiquement. Et donc savoir comment réagir face à toi. Et oui, et quel est le degré de politesse que tu donnes, parce que tu as plusieurs degrés de politesse aussi au Japon. Parce que il y a une langue, mais en fait, tu as 5 langues. Enfin, tu as la langue neutre, tu as la langue féminine, tu as la langue masculine, tu as la langue polie pour quelqu'un qui est supérieur à toi, et tu as la langue polie pour quelqu'un qui est inférieur à toi. Donc, en fait, quand tu apprends le Japon, tu en apprends 5. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avoir en fait cette information de qui est qui, ça te permet de savoir un peu comment est-ce que tu interagis avec cette personne, comment est-ce que tu parles, quel est le langage que tu dois emprunter pour parler à cette personne. Et aussi, ça donne un peu une idée de qui a le plus de pouvoir et d'argent, etc. Mais voilà, en fait, la relation à l'argent et au titre, c'est très différent selon les cultures aussi. Absolument. Alors moi, j'ai une grande question que je me pose sur le Japon, à titre totalement personnel. Oui, vas-y. C'est que je suis quelqu'un de très extraverti. Oui. Que j'en ai pris... Alors, j'ai toujours su que j'étais extravertie, mais j'ai pris conscience du lien entre ça et la culture nationale d'un pays, ou les cultures de manière générale, quand je suis allée en Colombie, qui est un pays extrêmement extraverti également. Et du coup, j'étais trop bien. Je trouve ça génial d'appeler quelqu'un au téléphone d'une agence de trek qui me disait « Ah, mais je suis ravie de parler avec vous, on a hâte de vous accueillir. » Et j'étais « Oh, je suis bien, tu vois. » Et là, je me suis dit « Est-ce que je serais bien, totalement, tu vois, dans un pays beaucoup plus introverti. Et donc, je pensais au Japon, notamment, qui est connu pour être beaucoup plus dans la réserve. Complètement. Et tu vois, je reste avec ce questionnement de est-ce que je serais bien dans le sens où, si tu dois modifier en partie, te limiter, être un peu moins que ce que tu es, ça peut être un frein aussi à ton bien-être au quotidien. Exactement. Mais donc, je me posais cette question par rapport au Japon. C'est ce qui m'est arrivé justement dans ce premier mariage. C'était que je suis quelqu'un qui est plus extraverti et je m'étais obligée de devenir introvertie pour justement en fait respecter la culture. Non, tout à fait. Si tu vas au Japon et que tu restes très extraverti, ça va être un petit peu compliqué. Après, tu restes une étrangère donc qui tolère différemment que si tu étais toi-même japonaise.
Mais ça n'empêche que les Japonais, ils adorent rire et des fois, ils peuvent être bruyants, surtout quand ils boivent de l'alcool. Quand ils boivent de l'alcool, ils se lâchent. Ils se lâchent. cette, Ils te disent toutes les dichotomie. vérités face à leur chef. Ils te montent sur la table une cravate autour de la tête. Ils commencent à danser. Ils te disent n'importe quoi, etc. Et le lendemain matin, c'est comme si rien s'était passé. Incroyable. Rien. C'est-à-dire que même si quelqu'un a dit c'est 36 000 vérités, rien. C'est comme si on revenait, en fait, on faisait un reset pendant la nuit et on revient, en fait, en arrière. Enfin, ouais, ça, c'est très surprenant. Mais ils ont des moments quand même, où, heureusement, ils lâchent un peu la soupape. Pas trop. Boire de l'alcool en fait partie. Et c'est dommage parce que c'est de l'alcool, donc c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Ça peut être dangereux. Et parfois quand ils sont entre eux, moi je pense surtout toutes les obasan en fait. Obasan, c'est les tantes japonaises, c'est-à-dire c'est un certain âge, c'est-à-dire que quand tu as plus de 50, 60 ans, avant de devenir une grand-mère, on va dire, enfin d'être une grand-mère, voilà, on t'appelle tante. En fait, Comme voilà. en Inde. Voilà, ou comme en Autriche aussi d'ailleurs. Ah oui, ouais. ok. Et en fait, ces dames-là, quand elles sont entre elles, hein, pas avec un homme, mais quand elles sont entre femmes, bon, elles s'amusent bien. Parce que je pense qu'elles se sont tellement limitées pendant longtemps, quand elles sont entre elles, là, elles peuvent se lâcher plus. Et puis au Japon, il y a aussi cette histoire de honne et tatemae. Donc honne, c'est son véritable soi, son véritable visage, la personne qu'on est quand on est chez soi. Et le tatemae, c'est le masque qu'on porte, la personne qu'on est à l'extérieur dès qu'on passe la porte de son appartement, de sa maison. Voilà, on est après en fait on devient en fait une autre personne, on devient en fait dans les convenances de la société et ce qui est attendu. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aussi surpris quand je suis arrivée au Japon parce que j'avais pas compris que c'était autant crucial, primordial, central en fait chez les Japonais. C'est vraiment cette dualité, cette dualité, ces deux visages. Ces différences en fait de comportement, de rapport, même d'expression, de sentiments, d'émotions, de plein de choses. Voilà. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on aurait tendance à voir ça négativement parce que c'est un manque d'authenticité, parce que tu fais semblant, parce que t'es pas vraiment toi-même. Alors qu'en fait, là-bas, c'est justement quelque chose de positif. C'est positif, c'est la politesse et c'est ce qui est attendu. Incroyable. Voilà. Mais c'est... Et comme on dit en fait au Japon, quand il y a un clou qui dépasse, il faut le marteler. Enfin, je le dis de manière non littérale, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un en fait n'est pas dans la norme sociétale, en fait, il faut le remettre dans le droit chemin. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de Japonais, surtout japonaises et japonais, qui vont faire des études à l'étranger et qui ne reviennent jamais au Japon. Ouais. Parce qu'ils ont goûté à la liberté, à pouvoir à une vraie individualité. Et parce que en France, c'est parce qu'il y a aussi la gastronomie, il y a aussi le luxe, il y a aussi et puis la liberté qui est l'histoire, il y a la nature, voilà, l'histoire, la poésie, il y a un côté, les lumières, les machins. Exactement, le cinéma aussi, etc. Ouais. Donc on a un pouvoir attractif pour l'international en général, mais pour les Japonais, en tout cas, il y a énormément d'étudiants, surtout étudiantes, qui ne repartent plus jamais après vivre là-bas, quoi. Et ben ça, je l'ai vu dans pas mal de pays. L'Inde, c'est un peu la même chose. La Tunisie, c'est un peu la même chose. C'est compliqué pour une femme, surtout pour une femme, de se retrouver dans ces contextes-là et de revenir dans le carcan, entre guillemets, et le cadre, tu vois, dans la boîte. Exactement. Je peux donner d'autres anecdotes. Quand moi, je me suis mariée et ensuite, j'ai travaillé pour cette boîte de machinerie. À 17h, si je me souviens bien, c'était 17h, on me disait « Mais Alexandra, il faut que tu rentres. » Enfin, Alex Sossin, il m'appelait, donc mademoiselle Alex. Il faut que tu rentres, il faut que tu fasses à manger pour ton mari. Ah oui. Et donc, si je restais, c'était que je manquais de respect vis-à-vis de mon mari. Donc, c'était mal vu que je reste plus longtemps. Parce que même si eux, ils adorent les heures supplémentaires là-bas, voilà, mais parce que c'était mon statut de femme qui faisait ça. Et autre chose, c'est qu'on servait du thé. Parce qu'en fait, là-bas, ce sont des open space. Et les bureaux sont faits d'une telle façon, t'as les bureaux qui sont en forme de T. Et la personne qui est au bout du T, c'est la personne qui est le chef du reste des tables devant, tu vois. Et après, tu as encore un bureau qui est un peu plus en retrait, qui lui est le chef de tous ceux qui sont au bout de table de thé. C'est-à-dire, vraiment au Japon, quand tu rentres dans une salle de travail, tu sais exactement les niveaux hiérarchiques. Et donc, nous, les femmes, on servait le thé, mais jamais les hommes.
qui avait le don qui avait le don de m'agacer. J'avais fait remarquer d'ailleurs à mes collègues féminines et qui s'arrangeaient pour pas que je le fasse parce que savaient que ça m'agaçait, mais je le faisais quand même parce que c'était attendu, c'est normal. Puis c'était sinon pas très sympa vis-à-vis de mes collègues. Ouais. Mais voilà, ça, les femmes sont attendues encore à faire certaines choses, même aujourd'hui. Quand j'avais des personnes qui venaient à la maison, comme on vivait encore avec le père, c'est moi qui recevais les invités, donc je devais faire du hot-cha, donc faire du thé vert, et servir le thé, et puis je sortais à reculons et je refermais le shoji, je refermais la porte coulissante. Il faut mettre son ego, sa dignité dans sa poche, voilà. Et dire bon, voilà, c'est les règles. Ça doit pas être évident quand même. Le rôle en fait sur ce type de choses. Le rôle en fait de Oyome-san, Yome, enfin qui veut dire belle-fille, et je sais que c'est dans d'autres cultures c'est pareil, un rôle très lourd et très important. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup en fait de jeunes femmes qui se renseignent avant pour savoir si le mec c'est un chonan, c'est-à-dire c'est le premier fils ou pas. D'accord. Que si c'est un premier fils, elle éjecte. Ah ouais. Parce qu'elles savent que si un jour elles devaient se marier avec lui, elles vont devoir en fait vivre avec ses parents à lui, devoir s'occuper de ses parents à lui, devoir s'occuper de lui. Et c'est vraiment un rôle qui est lourd. C'est-à-dire que moi, j'ai connu beaucoup de japonaises qui se levaient à 4-5 heures le matin, plutôt vers les 4 heures d'ailleurs des fois, pour pouvoir faire des bento pour le petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner au Japon, c'est salé, c'est la soupe, c'est du riz, c'est du poisson, c'est des légumes. On est les seuls des légumes. Donc voilà, donc il y avait tout ça à cuisiner pour le matin, et puis il fallait qu'elle cuisine aussi pour préparer les boîtes à bento en fait pour le midi de tout le monde. Donc voilà, tu es obligée de te lever avant tout le monde, mais n'oublions pas que tu étais la dernière à passer au bain, donc tu sais que tu es une des dernières qui arrive à te coucher aussi, qui est obligée de rentrer tôt, et puis il y a tous ces rôles aussi autour de la maman et l'éducation qui est extrêmement en fait lourd. En fait, ta vie en fait, le succès de ta vie est à la hauteur du succès de tes enfants. Donc si tes enfants ont envie de devenir artistes par exemple, ou les études c'est pas pour eux, ou ils sont plus manuels, ce qui est très bien aussi. Voilà. Mais voilà, s'ils n'ont pas fait une école prestigieuse et du coup ils sont tous ce que je t'ai dit avant, voilà, c'est-à-dire que la famille après va être un peu mal vue. Ouais, tout le monde va avoir les répercussions en fait de ses choix de vie. Surtout la mère. Surtout. Comme quoi elle n'a pas bien fait l'éducation des enfants. Wow. Donc il y a une très très grosse pression qui vient avec ça. Voilà. Enfin bref, moi j'étais bien contente de partir. Ouais. C'est un pays que j'admire, que j'aime beaucoup, qui est profondément ancré en moi, qui me manque. Je ne suis pas retournée depuis trop d'années. Et avec mes filles, on veut y retourner. Donc voilà, j'ai encore des amis. Mais y vivre en tant que femme et en tant qu'étrangère, j'ai trouvé ça vraiment trop compliqué. Et surtout, je ne pouvais pas être moi-même. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Et mes filles n'auraient pas pu être elles-mêmes non plus, parce qu'elles-mêmes, elles sont des filles. Donc, voilà. La question de la transmission se pose, du coup. Oui, aussi, ouais. Voilà. Ok. Bon, on pourrait en parler pendant des heures encore. J'ai plein d'autres anecdotes, c'est sûr. Ouais, j'imagine. Il faut venir à Voyage culinaire japonais pour entendre les restes des anecdotes. Donc, je partagerai les liens en description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir tout ça. Donc, tu as un site web. Oui. Et un compte Instagram. Un compte Instagram, donc je partagerai ça. Trop bien. Parce que c'est trop tentant. J'imagine qu'après toutes ces discussions, et notamment ces discussions culinaires, oui. Il doit y avoir plein de gens qui vont avoir envie de découvrir tout ça. Oui. Donc, je termine mes épisodes par des questions bonus. Vas-y. C'est voilà, léger, réponds spontanément. T'as le droit de me répondre non aussi. Ok. J'ai 4 questions bonus. La première, c'est est-ce qu'il y a un rituel d'un pays, peu importe lequel, ça peut être le Japon comme ça peut être autre chose, qui te touche particulièrement? Un rituel. Alors un rituel, ça peut être une fête religieuse, une fête civile, une manière de montrer le respect. Je vois. Alors, ça va être encore le Japon, comme quoi, vous voyez, c'est bien ancré en moi. Le Hosoji, c'est-à-dire au moment du Nouvel An. Alors, le Nouvel An au Japon est bien le 31 décembre au 1er janvier, c'est comme nous. Voilà, et ils font ce qu'ils appellent un énorme ménage avant. Parce qu'ils veulent commencer l'année en étant le plus allégé possible. Et le plus propre possible et le plus, on va dire, dans la positivité.
Et moi, je trouve ce rituel absolument extraordinaire. Alors nous, on le fait un peu pour le printemps. En France, on dit toujours Oui, le ménage de printemps. Bien sûr. Mais comme c'est en fait lié aussi à un passage à une autre année, je trouve que ça marque encore plus. Et donc j'aime beaucoup ce rituel. D'accord. Voilà. Génial. Je découvre. Est-ce qu'il y a un plat que tu aimes Oui. particulièrement? Oui, alors en fait c'est le Schweinsbraten d'Omi, de ma grand-mère. Donc c'est un rôti de porc à l'ail qu'elle faisait avec des knödel. Donc c'est en fait des boules de pommes de terre, farine, enfin voilà, qui ont été écrasées et qui ont été mis en boules. Donc à chaque fois qu'on venait, ça c'est un autre rituel, elle nous faisait en fait nos plats préférés et c'est vrai que le Schweinsbraten, donc ce fameux rôti de porc que je fais maintenant aussi, que mes filles et que mon mari aiment beaucoup, ça faisait vraiment, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et c'est un peu rendre hommage aussi à mes grands-parents. Génial, Voilà. ça donne faim. Après c'est l'heure aussi, mais... alors, rituel, plat, une musique ou un style de musique, plutôt musique d'un pays, musique traditionnelle. Voilà. Ce serait plutôt la musique du jazz, hein, et ça serait vers les États-Unis, surtout que j'étais à la Nouvelle-Orléans. J'en rêve. Oui, c'est très sympa, et très surprenant aussi. Hein. Je comprends mieux pourquoi les Américains, quand ils se présentent, ils donnent l'État et non pas le pays, parce que chaque État a sa propre culture et son propre accent aussi même. Oui, c'est vrai. Son propre phrasé. Mais voilà, le jazz, c'est quelque chose aussi que mon père aimait, et comme lui aussi est décédé, il y a maintenant presque 28 ans, ça me rapproche un peu de lui, ça me rapproche un peu des États-Unis. Le gospel est aussi très puissant, je trouve que ça fait vibrer de l'intérieur et c'est très spirituel, le gospel, mais j'aime plein de musiques différentes. Mais si je dois en choisir, c'est plutôt le jazz. Voilà. Très bien. Et dernière, pas forcément évidente, c'est pour ça que je dis t'as le droit de me dire non. Est-ce qu'il y a un pays du coup qui te touche plus qu'un autre? Alors, c'est pas évident parce que chacun me touche différemment. Si je devais retourner vivre aux États-Unis, je pense pas que j'accepterais. Après, il faudrait que ce soit sous certaines conditions, un contrat d'expatriation par exemple. Et puis la vie est vraiment, vraiment dure là-bas, c'est marche ou crève, et le stress financier médical, voilà. L'Autriche, pourquoi pas, mais l'Autriche c'est très carré, extrêmement carré, où il y a une forme de rigidité parfois en fait qui est un petit peu too much. Voilà, et le Japon, je l'ai déjà dit, en fait c'est très bien pour y voyager, ça a été bien d'y vivre aussi, mais y vivre de nouveau, ce serait vraiment pas simple. Et après, donc ça laisse libre champ maintenant à tout le reste. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options. C'est vrai que j'aurais bien vraiment voulu tenter la Suisse, hein, parce que la Suisse c'est un bon compromis entre la culture germanique et la culture francophone. En plus, ils sont tous genre trilingues, donc ils ont aussi cette approche-là qui me plaît énormément. Puis c'est au centre de l'Europe, ouais, ce côté aussi, voilà. Mais je sais pas, ouais, je sais, la vie nous dira. Hein. Ça me fait trop rire parce que je vais te dire la même chose que ce qu'on m'a dit récemment et qui m'a un peu, pas choquée, mais tu sais, qui m'a surprise. Quand je te demande quel pays te touche particulièrement, tu réfléchis tout de suite à un pays où tu pourrais habiter. Oui. Et moi, on m'a dit récemment, mais Charlotte, on parle d'un pays directement, tu dis, est-ce que j'y habiterai? Mais la plupart des gens, ils se disent juste, est-ce que j'irai en vacances, tu sais. Ah ouais, en vacances. Et ça me fait rire. Mais du coup, je trouve ça hyper... voilà, non, c'est parce que nous, on a vécu à l'étranger et qu'on est... et voilà, non, c'est vrai que j'ai tout pensé en fait à y vivre, mais voyager, je sais qu'il y a Sarantino en Grèce que j'aimerais bien découvrir, mais comme j'aimerais bien découvrir les pyramides de l'Égypte, et puis aller aussi à Rome, je suis jamais allée à Rome en Italie, mais j'aimerais bien voir surtout, ça j'ai un grand rêve par contre, c'est les aurores boréales, donc c'est aller en nord de la Scandinavie pour voir ça une fois dans ma vie, voilà, ce serait trop bien. Génial. J'aime bien terminer sur une touche de rêve. Ouais. Merci beaucoup, je suis merci à toi d'avoir eu cet échange et ça nous ouvre le champ du possible. Et maintenant, peut-être que je rajoute quand même le Japon à ma liste. Ah bah, je te le souhaite. Je te donnerai plein de détails. Merci. Et même des listes de restaurants, si tu veux. Ah oui, absolument. Mais oui, totalement. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence.
À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.